7h30 minutes. On accueille en studio Éric Martel, le président et chef de la direction de Bombardier, l'avionneur québécois. Monsieur Martel, bonjour. Bonjour, Monsieur Lagacé. OK, vous avez présenté vos résultats financiers hier, des bons résultats. Profit, 303 millions US pour le trimestre. Sauf que il y a quand même de l'incertitude. Mais je veux qu'on parle des profits avant, donc ça va bien pour Bombardier. Écoutez, c'est la 4e année consécutive qu'on livre les résultats auxquels on s'est engagé de livrer. Alors, on était extrêmement fiers de ça. Vous savez, on a eu un redressement important chez Bombardier depuis 4 ans. Alors, les choses vont bien. On est dans une situation complètement différente. On est rendu avec 18 900 employés, en fait, total, dont 10 000 au Québec. C'est l'endroit où on a le plus de gens. Alors, hier, évidemment, moi, je l'ai dit même d'entrée de jeu, j'étais déçu de ne pas être capable de donner de prévision pour l'année 2025. Vous comprendrez qu'avec la menace, puis je suis certain qu'on va en reparler des tarifs. Oui. Puis j'étais déçu dans le sens qu'en plus, on aurait été capable de faire des prévisions qui étaient exactement en ligne avec ce qu'on avait dit d'abord qu'on ferait pour 2025. Là, en fait, pour situer les gens, une compagnie cotée en bourse, quand elle dépose ses états financiers, va dire, OK, voici ce qui s'en vient, voici ce qu'on entrevoit, ceci est notre prévision. Exact. Vous avez respecté ça ces dernières années. Là, il y a tellement d'incertitudes aux États-Unis que Bombardier a choisi de ne pas s'hasarder à faire des prédictions de revenus. Exactement, c'est ce qui est arrivé. Fait que, écoutez, il y a un décret que le président américain a signé. C'était supposé de tomber en vigueur la semaine passée, les tarifs. Finalement, il y a eu un sursis juste d'un mois. Alors là, avec un décret qui existe, puis avec cette menace-là que le 1er mars, au début mars, là, on pourrait avoir un tarif de 25 %. On est dans une zone inconnue. T'sais, c'est comme un espèce de gros nuage noir qu'on a tous au-dessus de notre tête, puis qu'on regarde, puis qu'on dit, bien, est-ce qu'il va laisser tomber de la pluie ou il va juste passer? Puis je dois vous avouer que notre évaluation du risque, même mes clients aux États-Unis, parce que dès que le président a mis de l'avant cette menace-là, même avant qu'il soit en poste, on a eu une réaction de nos clients. On dit, on va faire quoi? Il arrive quoi? Etc. Fait que nous, on a géré ça depuis ce temps-là, mais notre évaluation de ce risque-là est quand même assez faible. Le fait que les chaînes aéronautiques sont extrêmement bien imbriquées. On est une compagnie canadienne, mais en même temps, c'est une chaîne d'approvisionnement nord-américaine qu'on a. Bombardier crée des dizaines de milliers d'emplois au Canada, mais on crée aussi des dizaines de milliers d'emplois aux États-Unis. Je vous arrête juste une seconde. On va parler après ça de comment l'avion est bâti, où, etc. Mais sur l'incertitude, vous avez décidé de ne pas faire de prévision. Pour une compagnie qui est en santé, qui va bien, est-ce que vous avez déjà vu ça? Une situation, une conjoncture économique qui pousse une compagnie cotée en bourse à ne pas faire de prévision pour les 3 prochains mois. Et moi, je ne me souviens pas de ça. Je me souviens qu'on a retiré nos prévisions dans l'année de la COVID. Toutes les compagnies avaient fait ça d'ailleurs. Quand la COVID est arrivée, on a retiré les prévisions. Mais de ne pas en faire comme ça d'entrée de jeu, c'est assez rare. OK. Revenons aux avions. L'avion Bombardier, l'avion, le jet régional, le jet d'affaires que vous vendez à vos clients, là, est-ce que, es-tu canadien, es-tu américain? Comment? Il est made in who and where? C'est intéressant. On fait l'assemblage final ici. Mais prenez par exemple le Global 5500, qui est l'avion admiral de toute l'industrie des avions d'affaires. On est fiers, on le fait ici, on l'assemble ici. Mais les moteurs viennent de GE aux États-Unis. L'aile vient de notre propre usine à Dallas. Donc, on amène les ailes au Canada pour l'assembler, la mettre sur notre ligne d'assemblage sur l'avion. On a à peu près, en général, comme je disais tantôt, on crée autant d'emplois aux États-Unis. On a 2800 fournisseurs aux États-Unis, Bombardier. Alors, on crée beaucoup d'emplois de l'autre côté. La game, présentement, du gouvernement américain, c'est de dire, oui, c'est bien beau que vous avez des opérations aux États-Unis, mais amenez tout aux États-Unis. Mais ça, dans l'aéronautique, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment possible. On pourrait le faire, mais ça prendrait des années avant de réussir à faire ça. Puis en même temps, bien, écoutez, on travaille, on avait un accord de libre-échange depuis une 40aine d'années sur lequel tout le monde s'est basé, puis qu'on a désigné, on a même des opérations au Mexique aussi. J'ai des pièces, exemple, je reprends mon aile d'avion que je bâtis à Dallas, que j'amène ici au Canada pour mettre sur la ligne d'assemblage. J'ai des pièces qui viennent du Mexique, j'ai même des pièces qui sont faites ici à Montréal, qui s'en vont vers Dallas. Alors, c'est très complexe. Monsieur Martel, votre lecture des choses, s'il y a des tarifs douaniers de 25 %, est-ce que votre avion va être frappé de tarifs complets parce qu'il y a une partie
Aux États-Unis, il y a une partie au Canada? Mais ça, c'est une excellente question. Puis je vous dirais, j'ai une vingtaine d'experts aujourd'hui, autant à Montréal qu'à Washington, qui essayent de comprendre ça va être quoi les règles. Puis vous ne le savez pas? On ne le sait pas. Vous savez, on a dit, il y a un décret qui dit 25 qui donne une orientation. Ouais. Mais exemple, vous avez une excellente question. Est-ce que je suis capable de soustraire le contenu américain de mon avion? Si je livre un avion qui vaut 25 millions de dollars aux États-Unis, est-ce que je vais être taxé sur le plein 25 millions de dollars ou si je vais être taxé sur 25 millions moins ce qui venait des États-Unis, qui est peut-être 10, 12, 15 millions? Alors ça change la donne pour nous, évidemment, de façon importante. Aujourd'hui, j'ai des experts qui regardent ça, qui ont des interprétations qu'on doit valider. Alors, c'est pour ça qu'on avait beaucoup d'imprévisibilité puis qu'on a décidé de ralentir un petit peu nos prévisions pour l'année qui suit. Vos clients, comment ils ont réagi? Les gens qui achètent vos avions, là, ils voient ça dans les nouvelles, tarif douanier 25 % Est-ce qu'ils disent, est-ce que tu vas me charger une surprime de 25 %? Absolument. Et ça a commencé dès la fin novembre, début décembre, quand la menace est venue. Là, fait que nous, on a évalué le risque avec nos clients, puis on l'a géré ensemble, je vous dirais, comme étant assez faible. Parce que, premièrement, la beauté aujourd'hui, c'est que Bombardier a un carnet de commandes d'environ 2 ans. Alors, les gens qui achètent des avions aujourd'hui vont prendre livraison de leur avion en 2027. Donc, les gens se disent, bien, écoute, en 2027, ça devrait être réglé. La façon que tout le monde... Ou pas. Fait que donc, il y a un risque, je suis d'accord avec vous. Mais les gens comprennent aussi que, bon, il va y avoir les midterms aux États-Unis, hein, il va y avoir des élections. Je pense que la fenêtre du président pour renégocier l'entente, c'est les 18 prochains mois, probablement. Alors, notre évaluation avec nos experts, puis évidemment, je fais partie de ces discussions-là, c'est que ça va se régler quand même plus rapidement que moins vite. Peut-être que ça n'arrivera jamais. Alors, il va y avoir un certain nombre d'avions qui pourraient être exposés, mais on ne prévoit pas que ça va être sur le long terme. Si vous aviez à gager, M. Martel, est-ce que ces tarifs-là, un jour, tarifs douaniers de 25 % vont entrer en vigueur? Ouais. Écoutez, moi, je pense que oui. Je pense que, par contre, la durée, je pense que... Parce qu'il y a 2 facteurs. Hein. Il y a le niveau, ça va être 25, ça va être 20. Ça frappe évidemment plus fort, plus c'est haut. Mais ensuite de ça, l'autre élément, si c'est 25 % pendant un mois, bon, écoutez, on va passer au travers, puis il n'y a rien là. Puis aujourd'hui, ce qui est important d'essayer d'évaluer, c'est la durée. Nous, notre évaluation présente, c'est que ça ne pourra pas durer tant longtemps que ça, parce que je pense qu'on a tous parlé, il va y avoir des dommages collatéraux. Moi, si demain matin, je suis obligé de réduire les cadences de production, donc de faire malheureusement des mises à pied, parce que j'ai trop d'avions aujourd'hui, parce que j'en ai beaucoup que je vends aux États-Unis, les Américains vont faire autant ou sinon plus de mises à pied, parce que je vous le disais, j'ai 2800 fournisseurs là-bas. Alors, c'est un non-sens. Je suis de l'école, puis peut-être naïf, mais je pense que le bon sens va prendre le dessus éventuellement. Oui, puis bon, vous êtes PDG, M. Martel, d'une compagnie cotée en bourse qui a des activités aux États-Unis, là. Je ne vais pas vous demander de le dire, je vais le dire moi-même, mais le bon sens ne prévaut pas toujours avec Donald Trump. Puis les faits non plus, puis le rationnel non plus. Et nous, écoutez, je comprends absolument, là, puis je peux pas vous dire... on voit que le président pousse les limites tout le temps. On l'a vu reculer un petit peu des fois quand les limites sont dépassées. Puis nous, écoutez, depuis le mois de novembre, là, on a rencontré des centaines de personnes à Washington. On s'assure d'expliquer que ce soit à des sénateurs, à des membres du Congrès, à des gouverneurs, parce qu'on a beaucoup d'activités là-bas, les impacts que ça pourrait avoir. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Les gens sont d'accord avec nous. Les gens comprennent. OK. Ils sont d'accord avec vous dans le bureau. Oui. Il y en a combien sur 10 qui sont d'accord avec vous, qui sortent puis qui disent le président est dans le champ? Il n'y en a pas beaucoup. Puis il n'y en a pas, en fait. Les gens sont d'accord. Pourquoi vous pensez? Bien, je pense qu'il y a un climat. Moi, je retourne à Washington. Je vais être là la semaine prochaine pendant 2 jours. Il y a un climat de peur présentement à Washington. Regardez ce qui se passe à tous les jours, que ce soit même les élus. Donc, il y a un climat d'ajustement, clairement. Il y a des départements qui sont fermés. Il y a des gens qui n'osent pas parler. Quand vous dites qu'il y a un climat de peur, élaborez un peu là-dessus. Bien, écoutez, les gens, je pense que vous le voyez, il y a des coupures, il y a des postes de coupés. Les gens ne savent pas trop ce qui va arriver, s'ils vont avoir un job demain. Alors, les gens, on rencontre des gens qui sont des bureaucrates aujourd'hui qui sont pas certains d'être en poste encore dans 1 mois, 2 mois. Fait qu'il y a ce climat-là. Au niveau des politiciens, c'est autre chose. Mais il y a quand même, tu sais, un espèce de mot d'ordre. Présentement, on voit chez les Républicains, tout le monde essaye de parler d'une seule voix. Mais on sait très bien qu'il y a des gens qui ne sont pas 100% d'accord avec tout ce qui se passe. OK. Le gouvernement canadien, là, on reste sur le thème des avions, là, a donné un contrat à Boeing, contrat militaire, pour des avions de reconnaissance. Oui. Bombardier faisait un avion similaire. Absolument. Ça a beaucoup choqué Bombardier. Boeing a le contrat. Là, il y a un tout nouveau contexte avec les Américains, un contexte de guerre commerciale.
Est-ce que vous avez fait des représentations à Ottawa pour dire, écoutez, vous devriez tasser Boeing puis prendre un constructeur local? La réponse, c'est non. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, je regarde à l'avant, c'est passé. On a mené une bataille, puis on l'a bien mené, c'est terminé. Parce que cette bataille-là, c'est une lame à deux tranchants. Si je demande à mon gouvernement d'arrêter, moi, j'ai plusieurs contrats avec le Pentagone aujourd'hui d'avions que je dois leur livrer. En fait, notre bombardier de défense, notre siège social est à Wichita parce qu'on fait les modifications des avions bâtis et construits au Québec à Wichita avec des équipements de surveillance, des équipements de communication sophistiqués. Alors, pour moi, c'est important. Mais l'opportunité, c'est la suivante. C'est que le gouvernement canadien, on doit travailler mieux que ce qu'on a fait dans le passé. Puis ça, je pense que c'est une leçon apprise du contrat de Boeing. Ce qu'on est en train de faire, c'est de regarder leurs besoins dans les 5, 10, 15 prochaines années. Je vous donne un exemple. On parle d'enjeux de surveillance aujourd'hui. On est en train de construire... À la frontière. Ils sont dans l'usine, là. On est en train de construire 2 Challenger aujourd'hui qui vont s'en aller en Finlande avec des équipements d'un fournisseur américain avec qui on travaille, qui s'appelle SNC, Sierra Nevada Corporation, dans lequel on va mettre des équipements extrêmement sophistiqués pour faire de la surveillance de frontières. Alors, les Finlandais, qui sont voisins des Russes, évidemment, ont certaines préoccupations, achètent des avions de bombardier qui permettent de faire ça. Puis on en a plein dans le monde, des équipements comme ça. Alors, on pourrait, avec le Canada, complémenter, je vous dirais, puis bonifier ce qui est en place là, avec les hélicoptères et tout ça. Mais trouvez-vous que le gouvernement canadien appuie autant son champion, Bombardier, que les Américains appuient leur champion, Boeing? Pas du tout. On a une philosophie différente. Je sens un désir de changer ça. T'sais, exemple, on a gagné un contrat en même temps qu'on avait perdu le contrat ici avec Boeing, avec l'armée américaine qui s'appelle Hades. C'est l'avion du futur pour les Américains pour être capable de détecter des missiles qui pourraient être lancés sur eux à plus de 600 km. Alors, c'est un avion qui est extrêmement capable, qui est capable de communiquer avec les troupes au sol et tout ça qu'on fait avec un partenaire. On a gagné ce contrat-là. Les Américains, là, ils nous payent tout le développement. Ils nous payent le développement, on fait ça aux États-Unis. Mais évidemment, le retour, c'est qu'après ça, les modifications se fassent là-bas puis que les emplois soient créés. Et ensuite de ça, ils vont aider la défense à cogner à la porte des alliés. Fait que nous, on va bénéficier de ça, mais le Canada ne fait pas ce rôle-là. Donc, les Américains investissent, travaillent, mais ensuite de ça, ils créent des emplois parce qu'à long terme, ils vont vendre ces produits-là à leurs alliés puis qu'ils les achètent pour la défense. Qu'est-ce que je souhaite à Bombardier pour les 3-4 prochains mois? De la clarté. Moi, je pense que, écoutez, nous, on est prêts. J'espère qu'on n'aura pas besoin. Il y a toutes sortes, on a travaillé sur multiples scénarios dans les derniers mois. Évidemment, il y a des scénarios qu'on ne souhaite pas aller là, mais ça va dépendre. Le marché américain demeure le plus gros marché de bombardiers pour les avions d'affaires, et ça, c'est tous mes compétiteurs. On a une présence internationale très grande, là, mais évidemment, les Américains, c'est le plus gros marché. On est tous un peu tannés de l'incertitude. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci, M. Lagacé. Bonne journée. C'était Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier. 7h43, on va faire une petite pause. Pierre Fitzgibbon va être avec nous. On va justement analyser le contexte économique et aussi la filière batterie. Qu'est-ce qui va se passer s'il y a des tarifs douaniers? M. Fitzgibbon s'y connaît, on le sait, c'est l'ancien ministre de l'Économie. Jean-François Lépine va être là pour sa chronique internationale du vendredi.